Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Blessings et je suis ravie de vous retrouver pour ce 10e épisode de la saison 2 de notre webinaire Un métier d'exception. Alors avant d'accueillir Géraldine et Geoffrey qui sont capitaines dans l'armée de terre et qui vont venir partager un petit peu leur parcours avec vous, déjà je voulais vous remercier de ne pas être en terrasse ce soir et d'être venus avec nous pour échanger et découvrir ces deux parcours assez incroyables. Vous dire aussi aujourd'hui que c'était une première, puisque nous n'aurons pas un, mais nous aurons deux invités d'exception qui vont nous partager leur parcours. Et vous allez voir en fait que avec des études qui ne les prédestinaient pas en fait à l'armée de terre, aujourd'hui, Géraldine et Geoffrey sont tous deux capitaines dans l'armée de terre. Alors, pour vérifier que ça fonctionne, je vous invite à me dire bonjour en utilisant le chat. Soyez pas timides. Bonjour Lucas, bonjour Romain, bonjour Enzo, bonjour Aristide, bonjour Guillaume, bonjour Claire, bonjour Geoffrey, Jean. Ouh là là, je ne vais pas y arriver, il y a beaucoup de monde. On est ravis de vous avoir avec nous. Je voulais aussi vous donner quelques règles du jeu, puisqu'en fait, pendant la première partie de ce webinaire, Géraldine et Geoffrey vont me rejoindre. Et donc, du coup, on va pouvoir parler de leur parcours, de leurs études, de ce qu'ils font aujourd'hui concrètement dans l'armée de terre. Mais tout au long de cet échange, vous allez pouvoir utiliser cette fois-ci non pas l'onglet chat, mais l'onglet questions pour venir poser des questions à Géraldine et Geoffrey qui, dans la deuxième partie de ce webinaire, se feront le plaisir de répondre à vos questions. Et alors, pour nous aider à trouver les questions à poser en premier, puisque le temps sera limité, vous savez qu'à 19h, je vous laisserai aller justement en terrasse. Et du coup, ce qu'il va falloir que vous fassiez aussi, c'est que vous votiez, en plus de poser des questions, que vous votiez pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Donc voilà, je compte sur vous. Et pour que ça fonctionne bien et pour que je puisse me faire votre porte-parole et donc du coup inviter Géraldine et Geoffrey à répondre à vos questions, ce que je vais vous demander, c'est de bien indiquer votre prénom, votre âge, les études que vous faites, à quel endroit, avant de poser votre question pour que je puisse un peu personnaliser votre question et que Geoffrey et Géraldine puissent mieux comprendre qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous connaissiez déjà l'armée de terre, si vous êtes déjà dans l'idée de rejoindre l'armée de terre, si vous avez des questions sur le recrutement, etc. Donnez-nous un maximum d'éléments. Ça nous aidera à avoir les meilleures réponses possibles. Voilà, continuez à me dire bonjour. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes très, très nombreux. Et puis, moi, je vais inviter Géraldine et Geoffrey à me rejoindre. Alors, Geoffrey. Qui nous rejoint sur scène. Et Géraldine, pareil. Ils vont venir me retrouver dans un instant pour échanger. Alors, en attendant qu'ils se connectent, ce que je peux vous dire, c'est que l'armée de terre recrute chaque année 16 000 hommes et femmes, dont 500 officiers. Et donc, du coup, des officiers sous contrat, que sont Geoffrey et Géraldine. Bonjour à tous les deux, vous allez bien? Bonjour, oui, ça va bien. Bonjour, très bien. Et ravi de vous avoir avec nous pour cette heure avec les jeunes. Donc, du coup, c'est la première fois qu'on est trois. Donc, je suis ravie de vous avoir tous les deux. Et puis, surtout, vous avez des parcours qui ne sont pas communs. En tout cas, dans la première idée qu'on s'en fait. Toi, Géraldine, tu as fait du droit pénal. Et toi, Geoffrey, tu as fait une école de commerce. Oui. Peut-être que tous les deux, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est passée cette arrivée dans l'armée de terre. Comment vous avez connu, peut-être toi Géraldine qui en était le plus éloigné à la base, c'était pas du tout ton idée quand tu t'es lancée dans ta carrière en droit. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Non, j'étais pas du tout prédestinée à ce métier-là. Je voulais être procureur de la République, donc j'ai fait des études de droit. Et donc, j'ai ensuite présenté le concours de la magistrature que je n'ai pas eu. J'ai présenté plein d'autres concours. Ce fut également des échecs. Et donc, à partir de ces différents échecs, je me suis complètement orientée vers un CIRFA
sans connaissance du tout du milieu militaire. J'ai ouvert cette porte et j'ai été très bien conseillée par un conseiller CIRFA qui, lui, m'a proposé ce recrutement particulier d'officiers sous contrat, nous permettant de valoriser du coup notre diplôme et en l'occurrence mon Master 2 de droit pénal. Super. Alors toi, Geoffrey, peut-être que tu peux nous expliquer aussi. Je crois que tu avais… Alors attends, je suis désolée, j'avais coupé ton micro. Il faut que je le remette. Toi, tu avais déjà fait une préparation militaire dans l'armée de terre juste avant, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, ma petite expérience avant de devenir officier, elle avait commencé par une préparation militaire supérieure. Un stage de 3 semaines qui est accessible à tous. En fait, il suffit d'être majeur. Et j'avais été un petit peu réserviste. Donc, voilà, je connaissais par ce biais-là. Mais après, je ne m'étais pas fermé les portes, dans le sens où, comme tu as dit, j'ai fait une école de commerce. Et en la faisant, donc, je m'ouvrais le monde civil et aussi militaire, parce que je savais qu'il y avait cette possibilité de faire officier sous contrat derrière. Donc, voilà, je ne m'étais pas fermé les portes. Donc, finalement, après avoir fait différents stages, quelques expériences à l'étranger, en fait, j'avais besoin de faire un métier qui avait du sens, qui comptait pour moi, qui avait voilà, du sens collectif. Donc, je suis revenu vers ma passion un peu initiale, en fait. Super. Et donc, du coup, ce qui est assez incroyable, et c'est votre cas tous les deux, et on va rentrer après plus dans le détail quand chacun va présenter un petit peu son parcours. Mais en gros, ce qui est en commun avec vous deux, c'est que vous avez des études à la base civiles qui ne mènent pas forcément sur une carrière militaire. Et le point commun avec vous deux, c'est que quand vous êtes arrivés dans l'armée de terre, très jeune, en tant qu'officier, vous aviez déjà beaucoup de responsabilités et des responsabilités managériales aussi. Alors, on va revenir là-dessus dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler, donc Géraldine, tu disais j'ai été en CIRFA et en CIRFA, on m'a bien aidé. Donc, on va rappeler que les CIRFA sont les centres d'information et de recrutement des forces armées. Est-ce que tu peux expliquer peut-être un petit peu la partie recrutement, comment ça s'est passé pour toi? Alors, donc, le conseiller m'a proposé le recrutement d'officiers sous contrat, puisque je disposais d'un diplôme Bac+5. Donc, c'était largement les conditions requises. Donc, voilà, il m'a présenté le travail de l'officier en tant que tel et m'a proposé également le choix d'une arme, puisque j'ai signé auprès du CIRFA immédiatement pour une arme. Donc, en l'occurrence, pour moi, l'arme artillerie. Sans aucune connaissance, d'ailleurs, à ce titre-là, des différentes armes de l'armée de terre. Mais au vu de mon profil, il pensait que c'était ce qui me correspondait le mieux. J'avais envie d'être sur le terrain, mais je voulais pas être non plus dans l'arme infanterie qui est, lui, en première ligne. Je voulais être sur le terrain sans forcément être en première ligne. Donc, ça correspondait exactement à ce que je voulais. Et donc, j'ai signé pour ce recrutement particulier. Ensuite, donc mon dossier a été poussé pour que je puisse présenter des tests, puisqu'on doit passer des tests initiaux, donc tests de sport et tests psychotechniques également, et enfin un examen médical. À partir de ce moment-là, mon dossier a été accepté. Et donc, j'ai pu démarrer en tant qu'officier en école, tout d'abord. Super. Geoffrey, dans ton cas, tu n'as pas la même arme que Géraldine. Est-ce que tu peux nous en dire plus et peut-être nous parler aussi de tout ce qui est sportif, parce que c'est aussi quelque chose d'important dans les épreuves? Alors oui, moi j'avais la volonté de servir dans une arme en fait, de ce qu'on appelle de mêlée, donc c'est une arme de combat qui est directement au contact en fait. Je voulais moi soit l'infanterie, soit la cavalerie, donc j'étais pris dans la cavalerie. Effectivement, c'était lié un petit peu à mon passé. Avant, j'ai fait beaucoup de cyclisme en compétition, du triathlon, un peu de trail. Je voulais une arme avec le côté engagement physique assez marqué. Et voilà, j'ai pas été du tout. Super. Et donc, du coup, tous les deux, vous avez commencé, une fois que vous aviez votre diplôme et que vous avez été recrutés dans l'armée de terre,
vous avez commencé par aller passer 6 mois de formation militaire, ou un peu plus pour toi, je crois, Geoffrey. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe et ce que vous apprenez dans ce cadre-là? Alors en fait, le but, c'est sur cette première année qui se passe à Coëquidan, c'est d'apprendre à gérer 30 personnes sur le terrain. Voilà, donc c'est beaucoup de phases tactiques. Physiquement, on se forme aussi pour atteindre un bon niveau et après être exemplaire pour les gens qu'on forme ensuite. Et il y a le côté aussi, on va dire, formation humaine et morale de l'officier. Voilà. Donc c'est très, très progressif et ça se termine par un stage commando qui a lieu dans le sud-est de la France. Et après, on est immergé directement au régiment pendant quelques mois pour bien comprendre un peu, s'acculturer en fait à l'armée directement et bien comprendre où il est. Géraldine, tu veux compléter dans ton cas? Non, rien de plus. En gros, on apprend à s'investir vraiment le métier de militaire, à chausser un treillis et puis des rangers. Effectivement, l'aspect sport, physique, et puis le commandement d'une section de 30 hommes. Et ensuite, l'immersion au régiment, là, c'est vraiment comprendre l'environnement dans lequel on va évoluer. Et ça, c'est une très, très bonne chose à ce titre-là. Super. Du coup, dans ton cas, Geoffrey, Oui. d'ailleurs, là, en ce moment, tu n'es pas sur le territoire français, tu es en Angleterre, c'est ça? Oui, alors en fait, donc, je suis parachutiste et j'ai eu la chance de choisir en fait, le régiment que je voulais. Et là, on a bénéficié, on va dire, d'un partenariat avec la brigade parachutiste anglaise. Là, j'ai passé le brevet parachutiste anglais hier. Donc hier soir, je faisais un saut de nuit, on a terminé très tard dans la nuit. Et avant, on a fait un saut de jour. Donc voilà, on va dire que c'est les petits plus sympas de notre métier. Là, c'est une petite semaine, on va dire, off en Angleterre, qui permet de déconnecter un peu du quotidien. Et voilà, c'est vraiment agréable. Et tu as gagné quelque chose, je crois, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Ouais, j'ai le brevet anglais, attends, il faut que je le retrouve. Des jolies petites ailes. Voilà, c'est les wings anglaises. Super. Donc, tu pourras mettre ça. Oui, ça se met sur la tenue, ça se met sur la manche droite, je crois. Super. Tu nous expliques un peu, Geoffrey, peut-être qu'on va commencer par toi. Donc, à la fin de ton stage, tu as choisi ta première affectation. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Donc oui, après l'année à Coëquidan, on fait son année d'application, c'est-à-dire là, on se forme vraiment pour sa spécialité. Moi, c'était à Saumur, en l'occurrence, pour la cavalerie. C'était un an, c'est ça? Pardon? 1 an de formation supplémentaire? Une année scolaire, en fait. Ok. Et au cours de l'année, il y a 2 grosses évaluations, 2 grandes évaluations. Et puis après, ça se fait au classement. Les régiments disent cette année, nous accueillons autant de personnes. Et derrière, on peut choisir en fonction du classement. Voilà, on voit un peu dans beaucoup de métiers, on choisit en fonction des notes qu'on a eues. Et donc, moi, je voulais un régiment qui est vraiment très coté dans notre arme, qui est le premier HP, qui est basé à Tarbes. Et voilà, donc j'ai fait en sorte de travailler pour l'avoir. Et voilà, j'ai pas été déçu depuis. J'ai pu faire 3 missions à l'étranger. C'est un rythme assez intense, mais voilà, c'est les raisons pour lesquelles je me suis engagé dans l'armée. Donc je me sens très bien à la place. Et tu peux justement nous expliquer tes différentes affectations, les postes que tu avais et quels étaient, qu'est-ce qu'on attendait de toi à chaque fois? Oui, alors j'ai été chef de peloton pendant 3 ans. Alors, un peloton, c'est combien de personnes? 25-30 personnes. D'accord. En spécialité. Et au début, donc c'était chef de peloton AMX dissercé, donc ça c'est un espèce de petit char à roues. C'est comme ça, on gère 3 AMX dissercés, 3 petits 4x4 qu'on appelle des VBL. Et, le but, c'est de former les gens au quotidien, de vivre avec eux, pour les faire atteindre un certain niveau et ensuite partir en mission avec eux. Parce que c'est ce que j'ai pu faire en partant avec eux à Djibouti, c'était en 2018. Ensuite, je suis passé sur un format là où on gère 8 petits véhicules, c'est un format qu'on appelle de reconnaissance. Et sous ce format, je suis parti en Côte d'Ivoire et sur différents pays autour. Et enfin, j'ai passé de chef de peloton à officier adjoint. L'officier adjoint, il s'occupe avec son chef, et un commandant d'unité, il s'occupe de 100 personnes, donc en binôme. Et là, je suis parti au Mali, donc à Tombouctou, l'année dernière. Je suis rentré en décembre dernier.
Et si tu devais expliquer votre mission à ta grand-mère, tu me dirais quoi? Ma mission, c'est de former, de faire atteindre un certain niveau aux personnes que je commande. Alors, je ne suis pas tout seul, il y a pas mal de chefs en dessous de moi qui cherchent à atteindre ce but. On va essayer de former les personnes sur le côté physique, tactique et intellectuel pour qu'elles soient prêtes à partir en mission dans les meilleures conditions. Ok, on entend du bruit autour de toi, on sent qu'il se passe des choses. Non, mais c'est très bien, ça nous fait vivre un petit peu ton quotidien. Et c'est quoi la suite pour toi, Geoffrey? Pardon? La suite pour toi, c'est quoi? Alors la suite, moi je vais aller en école. En fait, je vais un peu rendre ce que m'a donné l'armée. Je vais aller en école à Saint-Mexan-l'École. C'est l'école qui forme les sous-officiers. C'est à côté de La Rochelle, en fait, un peu plus dans les terres. Et je vais aller là-bas pour en fait faire le même métier que je fais actuellement, mais dans une école, donc pour former des sous-officiers qui arrivent soit du milieu civil ou qui sont déjà militaires du rang dans l'armée, mais qui se forment en interne pour passer sous-officier. Je vais faire ça 2 ans. Et ensuite, plus tard, j'aurai le métier qu'a mon chef actuellement, donc je commanderai environ une centaine de personnes. Dans la même unité ou dans une autre unité? On ne sait pas encore. C'est pas encore. Voilà pour moi. Super. Ouais. Et Géraldine, tu nous racontes un peu toi comment ça s'est passé pour toi quand tu as fini ton stage? Oui, alors donc j'ai rejoint comme Geoffrey, j'ai rejoint avec un choix en régiment, le 68e régiment d'artillerie d'Afrique, qui se situe à la Valbonne, à côté de Lyon. Donc je suis arrivée en tant que chef de section. C'était en 2011. Chef de section d'abord des observateurs d'artillerie. Donc c'est le personnel qui observe l'ennemi sur le terrain, qui demande des tirs d'artillerie et qui observe ensuite les coups d'artillerie tombés sur le terrain. Donc j'étais chargée de commander ces observateurs, donc une trentaine, pareil, pour une section. Ensuite, j'ai été chef de section de tir sur César, les canons César et mortiers de 120. Donc pareil, un même volume. Donc là, c'est vraiment les pièces d'artillerie qui délivrent les coups sur le terrain. Donc je suis partie en 2012 en Afghanistan avec les observateurs. En 2013 avec ma section de tir aux Antilles. Donc là, aux Antilles, c'est plus une mission qui n'est pas du tout artillerie, mais qui est plus sur des forces de présence sur les territoires d'outre-mer. Donc là, c'est un autre type de mission, mais très intéressante aussi avec ma section. À l'issue du temps de chef de section, donc le commandement de 30 hommes, on bascule, donc comme Geoffrey, officier adjoint. Donc je suis devenue officier adjoint en 2015. Donc là, c'est vraiment la suppléance du commandement. Et la partie plus technique sur l'aspect entretien du matériel de l'unité, essentiellement. Donc là, je suis partie au Liban en 2015. Et ensuite, donc en 2017, j'ai eu la chance de devenir commandant de batterie, donc le commandant d'unité, d'une batterie. Donc nous, c'est environ 130 hommes. Donc là, je commandais l'intégralité des sections, les chefs de section que j'avais été auparavant. Et donc là, je suis partie à Djibouti en 2017 et puis au Mali en 2018. Donc c'était vraiment l'aboutissement pour moi de cette première partie de carrière, de pouvoir commander 130 hommes. Et quand on dit commander, il y a un aspect qui est vraiment global, aussi bien au point de vue RH, ressources humaines, suivi des formations du personnel, de la notation du personnel, de leur mise en stage, formation, également tout l'aspect entraînement opérationnel, les amener à partir en mission. Donc là, c'est vraiment des cycles de préparation qui sont longs. La programmation de l'unité, la gestion du bâtiment de l'unité, puisque le commandant d'unité est aussi responsable des bâtiments de son unité, du matériel. Donc le commandant d'unité, c'est vraiment la consécration pour nous
notre première partie de carrière. Et justement, tu parles, Géraldine, de première partie de carrière. Donc, ça veut dire que, et tu nous as dit que c'était en 2018. Du coup, depuis 2018, tu as entamé une deuxième partie de carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus Oui, tout à fait. Que tu as appris et en quoi ça consiste? Oui, donc j'ai rendu mon commandement en 2019, donc ce qui clôt cette première partie de carrière. Et ensuite, donc pour l'officier, s'offre à lui plusieurs choix de carrière. Donc soit le choix de continuer dans cette voie opérationnelle et commander des hommes avec à terme commander un régiment. Donc ça, c'est une première possibilité. Soit une deuxième possibilité, partir un peu plus dans des états-majors, quitter un petit peu cette voie commandement. En gros, c'est travailler dans un bureau pour faire simple et ne plus être au contact autant de la troupe. Donc moi, j'ai fait ce choix-là essentiellement pour un aspect conciliation vie professionnelle, vie familiale. Puisque vous l'avez compris, une carrière sur le terrain, c'est partir tout le temps, être tout le temps dehors, donc ce qui est vraiment très exaltant dans une carrière. Maintenant, voilà, moi j'avais aussi le choix de fonder une famille. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette voie. Et aujourd'hui, donc je travaille dans l'état-major du régiment et ensuite je basculerai dans un état-major de brigade. Il y a plusieurs possibilités d'état-major en France, mais voilà, et ça me permet aujourd'hui de pouvoir fonder une famille. Et donc, du coup, quelque chose d'assez exceptionnel aussi dans ta carrière, c'est que tu es resté toujours dans le même régiment, jusqu'à présent en tout cas. Oui, j'ai eu cette chance, donc ça peut se faire, c'est quand même assez rare, mais j'ai eu la chance de pouvoir rester au sein de mon régiment. Mais je vais le quitter donc cet été pour rejoindre une brigade. Et est-ce que, donc toi tu nous disais, tu as eu ce choix à un moment donné qui s'est offert à toi et tu as décidé de partir en état-major. Quand on préparait ensemble, Geoffrey, tout à l'heure, tu me disais, toi, non, tu as envie de rester sur le terrain. Vous m'entendez là? Ouais. Ok, mon micro était désactivé. Ouais, bon, en fait, moi, je suis pas encore au stade d'avancement de Géraldine. Moi, je serai à son stade en fait dans peut-être 3 ou 4 ans. Pour l'instant, je suis encore au stade où j'ai encore envie de faire beaucoup de missions parce que je me suis engagé pour ça. C'est pour ça que je suis dans l'armée. Sinon, en fait, je pense que je ferai autre chose. Moi, pour l'instant, ouais, dès qu'il y a des missions, je suis hyper enthousiaste et j'ai envie de faire un maximum parce que c'est un peu la consécration de notre métier de partir en opération extérieure. Donc, en fait, je verrai plus tard, dans 3 ou 4 ans, une fois que j'aurai commandé un escadron, donc environ une centaine de personnes, comme l'a fait Géraldine. Et lui, à l'heure actuelle, c'est à fond dans l'émission et puis je ferai le point dans quelques années. Hein. Alors, vous allez sans doute me dire que ça n'existe pas, mais si vous pouvez chacun nous décrire une journée type, peut-être toi, Geoffrey d'abord, et puis après Géraldine. Alors, même s'il n'y a pas de journée type, parce que j'imagine qu'en ce moment en Angleterre, c'est pas du tout la même chose que quand tu es dans ton régiment. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent? On commence le matin en faisant du sport Ouais, forcément et pas forcément. Voilà. Si l'emploi du temps le permet, on va faire du sport le matin. Ça peut être de la course à pied qui est assez classique à l'armée. Ça peut être du crossfit. On a beaucoup d'équipements pour faire du crossfit. On a une piscine pour faire de la natation. Après, me concernant, ça va être l'entraînement, préparer l'entraînement de l'escadron, donc trouver les munitions nécessaires, les véhicules nécessaires pour pouvoir s'entraîner. C'est aussi s'entraîner personnellement, donc aller tirer. On a un petit rituel, c'est le saut en parachute, c'est souvent tous les mercredis. Moi, je dois m'occuper d'organiser cette séance sur le point de vue logistique et un petit peu tactique aussi. Et après, c'est assez variable, mais oui, c'est de la... On va dire que c'est faire en sorte, ouais, sur une journée qu'à la fin de la journée, les hommes soient prêts à partir en mission s'il le fallait. Ok. Et quand on est en mission, justement? Quand on est en mission, l'officier adjoint en mission, donc, comme le disait Géraldine, en fait, il seconde le commandant d'unité. Le commandant d'unité, lui, va souvent être en fait, devant en première ligne. L'officier adjoint, lui, il faut qu'il soit plus derrière. Au cas où il y a un problème, en fait, c'est lui qui est censé prendre le lead, en fait.
C'est gérer les problèmes logistiques, les problèmes de santé. Donc, s'il y a un blessé, s'il y a un décédé, c'est l'officier qui s'en occupe. Ce genre de choses. Et puis, dans la journée, c'est en fait commander directement au Mali, par exemple, je vais commander une centaine de personnes. Lorsque le commandant d'unité prépare autre chose, anticipe autre chose, c'est l'officier adjoint qui le fait. Donc ça, il faut s'y préparer. Et derrière, on n'y part pas comme ça. Il y a des préparations qui se font derrière en France. Et moi, c'est la partie que je préfère dans mon métier, c'est lorsque je commande directement tactiquement sur le terrain. Très clair. Géraldine, en tout cas, tu nous expliques un petit peu… Une journée type. Ouais. Je vais me mettre dans la peau du commandant d'unité. Pour décrire une journée type, c'est à peu près la même chose. Hein. On commence par du sport, si l'emploi du temps nous le permet. Et ensuite, notre programmation est essentiellement tournée vers la préparation des missions, puisque c'est vraiment le cœur de notre métier. Maintenant, il y a quand même des fondamentaux qu'on retrouve en permanence, donc le sport, le tir, parce que le soldat doit tirer en permanence, donc le tir avec son arme, l'entretien du matériel, parce que ça fait partie aussi de notre travail. Voilà, donc il y a quelques fondamentaux qu'on retrouve en permanence, mais ensuite, c'est vraiment, comme disait Geoffrey, c'est vraiment variable en fonction de la mission qui nous est attribuée. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis partie en tant que chef de section aux Antilles, donc c'était pas du tout dans mon métier, donc là il fallait une préparation spécifique. Et lorsqu'on part sur vraiment notre métier d'artilleur, donc là c'est une autre préparation, donc c'est vraiment variable en fonction de nos missions. D'accord. Et actuellement, dans tes fonctions en état-major, peut-être pour montrer la différence entre les deux? Alors là, actuellement, je suis plus dans de l'action de pilotage au niveau du régiment. Donc, je suis dans la cellule appui au commandement du chef de corps. Donc, je l'appuie dans le pilotage de son plan d'action pour le régiment. Donc, il a fixé des objectifs au régiment. Et moi, je m'assure que ces objectifs sont appliqués au sein des unités. Donc, je suis en lien avec toutes les unités et les commandants d'unités, du coup, que j'ai été. Et donc, c'est très intéressant, mais c'est complètement différent. Là, c'est vraiment un travail de bureaucrate. Je suis beaucoup plus sur l'ordinateur qu'en unité et beaucoup moins sur le terrain, c'est clair. Mais c'est le choix. Quand on a préparé ce webinaire, Géraldine, tu m'expliquais qu'à l'issue de ta formation dans l'armée, tu es arrivée et on t'a dit il faut gérer 30 hommes. Et c'était la première fois que tu faisais ça. Et tu m'as dit en fait que ce qui était génial, en fait, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi et qui en fait et des chefs aussi qui ont plus d'expérience. Et donc du coup, c'est des personnes avec lesquelles tu peux échanger, tu peux partager des bonnes pratiques. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu comment on rentre dans ce premier rôle de commandement sur une première unité et puis au fur et à mesure, le nombre de personnes que tu commandes grossit, parce que je pense que c'est aussi ça qui est intéressant dans vos parcours, c'est que vous n'étiez pas prédestinés à la base, on va dire, dans les choix que vous aviez fait scolaires, à être dans le monde militaire. Et un point extrêmement intéressant, c'est cette responsabilité qu'on vous donne très rapidement en sortie d'école. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, donc c'est clair qu'on est bombardé du jour au lendemain à la tête d'une section de 30 hommes et on doit leur donner, ils sont attentifs, hein, on doit leur donner les ordres et les directives. Donc c'est clair que c'est impressionnant. Maintenant, arriver en régiment, c'est aussi être entouré et donc aussi bien par ses pairs, puisqu'on est plusieurs chefs de section, soit nouvellement arrivés aussi. On n'est pas tout seul arrivé en régiment, on est souvent plusieurs arrivés en même temps en régiment. Donc les pairs, les chefs de section plus anciens, puisqu'un chef de section fait par principe plusieurs années au sein d'un régiment. Donc voilà, on est clairement aiguillés. Ensuite, on a également des présidents de ce qu'on appelle les présidents des officiers. Donc, un président des officiers qui est là pour vraiment guider le jeune officier qui arrive en régiment. Et enfin, on a nos chefs qui sont là aussi, alors pour nous donner les ordres, hein, c'est clair, mais aussi pour
pour nous guider et nous remettre sur le bon rail s'il y a un souci en particulier. Donc, finalement, l'appréhension de départ s'estompe au fur et à mesure et on peut vraiment demander conseil et être appuyé et guidé dans notre métier. Geoffrey, tu as quelque chose à rajouter sur le sujet ou Je remets le micro si tu m'empêches de parler. Je suis désolée, je te mute parce qu'il y a un écho, c'est pour ça. Mais vas-y. Non, Géraldine a tout dit. En fait, la base de notre métier de commandement, c'est de connaître par cœur les gens avec qui on travaille. Derrière, on veut les connaître, surtout lorsqu'on est en situation de combat, en fait. Et je pense que c'est vraiment ce qui est propre à notre métier, c'est qu'on doit connaître les gens par cœur. On vit avec eux, on fait tout avec eux, pour ensuite les manager, les connaître au mieux en opération extérieure. Super. J'ai une question pour vous deux. Ouais. Et c'est un point important parce qu'on essaye de passer ce message aux jeunes, c'est que dans tout métier, il y a des côtés hyper passionnants qui font que vous êtes tous les deux hyper fiers de ce que vous faites. Mais il y a aussi parfois des contraintes et c'est important de les connaître quand on s'engage et quand on rentre dans n'importe quel métier d'ailleurs. Et c'est le but de My Job Glasses que de donner aux jeunes cette visibilité et d'être en capacité de vous poser des questions pour mieux se projeter dans votre métier. C'est quoi le truc qui vous plaît plus dans votre job aujourd'hui? Et c'est quoi qui est plus contraignant et qu'il faut avoir en tête? Alors, c'est pas vraiment une contrainte, c'est directement lié à ce que j'ai dit avant, c'est qu'on a un métier qui est vraiment tourné vers les autres. Quand les 30 personnes qu'on gère ont des problèmes, on les partage aussi avec elles. Donc, ça veut dire une disponibilité en temps, en énergie à 100% et qu'on ne doit pas compter pour être là pour elles, les aider à leur régler leurs problèmes quand elles en ont, les orienter sur la meilleure formation qui leur correspond le mieux pour qu'elles se sentent épanouies. Donc ça, c'est la disponibilité en temps. Après, comme dans tout métier, on manage des gens, mais il faut pas trop compter ses heures. Et dans les choses que je préfère le plus, le saut en parachute que je peux faire en ce moment, quand on dit qu'on va s'entraîner, sauter, tirer, faire du sport, c'est des choses qui permettent de s'entraîner, de rester au niveau, et c'est des choses qui sont vraiment atypiques dans notre métier et que j'adore faire. Super. De ton côté, Géraldine? Oui, alors je rejoins Geoffrey. Ce qui est vraiment le plus exaltant dans ce métier, c'est l'opérationnel, justement, et puis de partir avec ces hommes qu'on a formés pendant des mois et puis de concrétiser vraiment ce qu'on a appris dans les livres sur le terrain en mettant en application tout ce qu'on a, les mois d'entraînement qu'on a réalisés. Et moi, ce que j'apprécie le plus dans ce métier, c'est l'humain. C'est d'être avec ces hommes. On part en mission, on est en permanence ensemble. L'entraide, le vivre ensemble, les moments de partage qu'on peut avoir ensemble. Donc ça, c'est clair que je pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans aucun autre métier. Donc ça, c'est vraiment le plus exaltant. Maintenant, la contrainte, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est qu'il faut être disponible, tout le temps, à tout moment. On peut partir demain sur une opération. Alors, j'exagère un petit peu, demain, mais c'est quasiment ça. Donc, faut avoir conscience de cette nécessité d'être disponible tout le temps. C'est vraiment le seul point. Et puis, du coup, pour moi, ça a été le point aussi, le besoin de concilier ma vie professionnelle et familiale, puisque sur mes premières années, c'était pas du tout envisageable de fonder une famille pour moi. Et donc, c'est encore une fois une question de disponibilité et de choix. Quand on a préparé, tu as dit quelque chose qui m'a marqué. Tu m'as dit, qu'est-ce que je suis contente aujourd'hui d'avoir raté ce fichu concours de la magistrature il y a quelques années. Ouais, mais c'est clair, mais je me le dis tous les jours. Franchement, j'aurais jamais fait ce métier-là et franchement, là, je ne regrette rien du tout. Super. Idem de ton côté, Geoffrey, tu es content du choix que tu as fait et tu regrettes rien? Ouais, carrément. Moi, je fais le métier dont je rêvais quand j'étais gamin réellement. Donc c'est
c'est top. Après, comme dans tout métier, il y a des contraintes partout. Le métier parfait n'existe pas. Donc, moi, à l'heure actuelle, voilà. C'est de faire passer aussi. Pardon? Je dis, c'est le message qu'on essaye de faire passer aussi aux jeunes. C'est pour ça que Voilà, je suis là, mais c'est hyper important. il y a des contraintes partout, mais à l'heure actuelle, je me sens 100% épanoui dans mon métier. Super. Eh ben, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne des questions, parce qu'on a pas mal de questions des jeunes. Après, je m'excuse, mais je te recoupe ton micro. Et n'hésite pas à te démuter à chaque fois que tu en as besoin pour que… Génial. Alors, c'est Lucas qui a 19 ans et qui est en classe préparatoire aux grandes écoles, qui pose une question. Alors, si vous n'avez pas la réponse, ça, c'est la règle du jeu aussi, parce que des fois, on a des questions qui sont hyper précises. Si aucun de vous deux n'a la réponse, ce qu'on fera, Lucas, et tous les autres d'ailleurs, c'est que demain, quand je posterai le replay sur mon compte LinkedIn, je mettrai les réponses. On va faire le point avec le service de recrutement de l'armée de terre. Et si toutefois il y a des questions en fait auxquelles Geoffrey et Géraldine ne peuvent pas répondre parce qu'elles sont trop spécifiques, on aura la réponse demain sur mon compte. Du coup, la question de Lucas qui a 19 ans et qui est en classe préparatoire aux grandes écoles, c'est lors du recrutement des officiers sous contrat, quelles candidatures seront les plus à même d'être sélectionnées? Quels facteurs sont déterminants pour faire partie des heureux élus? Est-ce que vous savez un petit peu ce qui a fait la différence chez vous et pourquoi vous avez été pris? Il faut remettre ton micro, Geoffrey. Yes. Ouais, moi, quand je l'ai fait, c'était il y a 5 ans. Il fallait bac plus 2 minimum. Et les recruteurs me disaient que pour avoir de bonnes chances d'y rentrer, il fallait un bac plus 5. Je sais que le côté, on va dire, sportif plaisait. Et puis après, dans les tests physiques également, ils veulent des résultats, surtout si on veut des spécialités exigeantes. Faire une préparation militaire, c'est bien. Préparation militaire simple ou préparation militaire supérieure. Ça permet vraiment de faire basculer la balance du bon côté. Voilà, pour moi, c'est les choses plus simples, préparation militaire. Et si on veut une spécialité exigeante, se préparer. Top. Tu complètes, Géraldine, si tu veux, sinon j'enchaîne, il n'y a pas de souci. Tout est dit. Ok. Emma, tu ne nous as pas dit qui elle était. Il te demande, en tant qu'officier sous contrat, est-ce qu'il y a des possibilités de reconversion une fois le retour à la vie civile? Justement, tu disais, Geoffrey, que c'était peut-être pour ça aussi que tu avais fait ces études-là, parce que tu savais que les deux voies, c'était possible. Alors, dans l'armée, en fait, quel que soit le grade, l'armée permet la reconversion au bout de 5 ans de présence dans l'armée. Et au bout de 5 années, en fait, il y a des organismes spécialisés qui font le lien entre la personne qui souhaite partir et le monde civil. Donc, oui, quel que soit le grade, en fait, du moment qu'on a 5 ans, on peut avoir des droits à la reconversion. Top. On a Mac qui a 17 ans et qui est en lycée et qui dit, voilà, vous êtes engagé en tant qu'officier sous contrat. Est-ce qu'il y a un avantage à être officier sous contrat ou officier de carrière? Est-ce qu'il y a une différence en termes de mission, d'OPEX? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un petit peu les deux statuts? Alors, oui, je peux l'expliquer. Donc, l'officier de carrière, par principe, il est de carrière. Donc, lui, il rentre dans l'armée. Il sait que jusqu'au bout de son âge de travail, il va rester au sein de l'institution. Alors que l'officier sous contrat a signé un contrat par principe qui est, il faut le savoir, renouvelable plusieurs fois. Oui, moi, c'est mon cas. J'ai déjà re-signé 2 renouvellements de contrats successifs. Donc ça, c'est pas du tout un souci. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment ces deux profils qui sont étudiés différemment par notre gestionnaire en termes d'évolution de carrière. Puisque forcément, avec une échéance pour un officier sous contrat, ça va le limiter dans la progression de sa carrière. Même si aujourd'hui, les deux profils tendent à se rejoindre de plus en plus. L'officier sous contrat peut de plus en plus bénéficier des mêmes avantages, entre guillemets, de carrière qu'un officier de carrière. Maintenant, sur le métier en soi et les missions, c'est exactement la même chose. L'officier sera toujours chef de section et ensuite, il aura les possibilités d'évoluer.
Donc là-dessus, aucune différence. Sur les missions également, aucune différence. On fait les mêmes missions et on est traité de la même manière sur les missions. Parfait. Il y a Nathalie Géraldine qui s'adresse à toi parce qu'elle dit que comme toi, elle se destinait initialement à la magistrature et qu'aujourd'hui, elle est aussi admissible à un concours dans l'armée. Donc, bon, en effet, il y a un lien. Alors, tu as un peu répondu peut-être à la question tout à l'heure, mais peut-être pas sur tout. Elle dit « Je souhaiterais savoir ce qui vous a poussé à quitter le milieu de la justice. » Moi, tu l'as un petit peu expliqué. Et ce qui a été déterminant dans ton choix de l'armée, est-ce que tu peux peut-être revenir sur cette partie-là ? Alors, c'est une très bonne question puisque l'officier sous contrat, il y a 2 filières. Il y a la filière encadrement pour la partie commandement et la filière spécialiste. Et effectivement, il y a la possibilité d'être spécialiste dans le droit et être officier juriste. Donc, j'avais cette possibilité qui m'était offerte. Le conseiller me l'avait présentée. Maintenant, en fait, j'ai décidé de ne pas aller sur cette voie-là puisque je voulais vraiment tourner la page et passer à autre chose. Et ce qu'il me proposait, lui, de commander des hommes, finalement, ça m'a plu. Le concept m'a plu. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la voie encadrement. Mais effectivement, j'avais la possibilité d'être juriste et de faire valoir aussi mon diplôme. Maintenant, j'ai rejoint l'armée de terre avant tout pour l'envie de bouger, de voir des choses, de vivre des choses, de partir à l'étranger et d'être sur le terrain et d'avoir de l'action. Et voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. Je vais te reposer encore une question, Géraldine, parce qu'on a encore une jeune femme qui s'appelle Emma, qui a 25 ans et qui est titulaire d'un M2 en droit public. Et donc, du coup, elle aussi, elle veut être officier sous contrat encadrement et elle demande, est-ce que le métier est compatible avec un projet de maternité ? Est-ce qu'un projet de maternité peut impacter la carrière, la probabilité de départ en OPEX et surtout la légitimité auprès de ses pairs ? Est-ce que tu peux répondre sur ces sujets-là ? Alors, oui, bien sûr. En fait, là, c'est jamais incompatible. On peut toujours. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut évoluer, être chef de section, commandant d'unité, avoir un parcours normal, entre guillemets, c'est clair que c'est plus compliqué. Maintenant, c'est pas impossible, pas du tout. Aujourd'hui, on peut très bien partir en congé maternité, dans son temps de chef de section, dans son temps de commandant d'unité. Il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est un choix aussi personnel. Moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant pendant mon temps de responsabilité parce que pour moi, c'était pas possible, c'était pas compatible. Je me voyais pas dire à mes hommes, vous partez en mission, moi je pars chez moi, j'ai un projet personnel de fonder une famille. Donc ça, c'est plus un choix personnel. J'ai des camarades féminins qui ont fait le choix inverse, qui ont décidé en tant que chef de section d'avoir un enfant. Elles l'ont eu et ça se passe très bien. Mais voilà, il faut pouvoir vivre avec ce choix-là. Et moi, clairement, je voulais être à fond dans mon unité, dans mon commandement. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de fonder une famille plus tard. Donc, tout peut se faire, tout est possible. Il n'y a pas du tout de contraintes. Du point de vue armée de terre, l'armée de terre ne nous l'interdit pas. Mais il faut avoir conscience que pour moi, ça reste quand même compliqué de vouloir mener les deux de front à 100%. Voilà. Sachant que toi, ce que tu as décidé de faire aussi, c'était de dire, dans un premier temps, je fais ma première partie de carrière qui me permet d'avoir ce commandement, et rien ne m'empêche de faire ma maternité après, compatible peut-être plus avec la deuxième partie de carrière en état-major. Voilà, c'était mon plan, c'est clair. Ça me permettait d'être à 100% dans ma première partie de carrière et ensuite un peu plus en 50-50. Ok. On a, peut-être pour toi, je referai, parce que ça correspond plus à tes études et je t'ai mis en mute, donc je te laisse remettre ton micro. Jean, qui est un étudiant d'école de commerce et qui demande pourquoi est-ce que tu as choisi la voie des OSC, donc officiers sous contrat, et non la voie des OST. Et là, j'ai besoin que tu m'aides parce que je ne sais pas ce que c'est.
Et est-ce que tu connais des écoles qui aident à faire OST de manière facile, qui proposent un bon dossier et qui vont t'aider à être OST après? Moi, j'ai besoin de te mettre parce que je ne sais pas ce que c'est OST. Non, en fait, c'est lié à la question que tu posais tout à l'heure. OST, c'est officier de carrière sur titre. Ah, pardon. Voilà, c'est le profil de carrière, mais sur titre. Donc, sans faire toute la scolarité complète à Saint-Cyr, simplement une année. Et OST, du coup, sous contrat. Pourquoi je l'ai passé? Ouais, à l'époque, mon recruteur avait jugé que l'année était très, très, très concurrentielle et qu'ils allaient seulement prendre des gens en OST qui étaient dans les top, dans les écoles de commerce classées dans les 3 premières, puis les Sciences Po, etc. J'ai une école de commerce classée 6e ou 7e, donc il m'avait dit écoute, ne perds pas ton temps. Cette année, c'est très concurrentiel, mise plutôt sur OST. Donc j'avais suivi ses conseils et voilà, et pas de regret. Pour l'instant, je m'éclate dans ce que je fais. C'était quoi, pardon, la deuxième partie de la question? Mais tu connais des écoles qui feront un dossier OST intéressant, mais qui a répondu, donc c'est les 3 parisiennes. Oui, après, pas bloqué là-dessus non plus. Je connais un camarade qui a été pris, lui, il avait fait des études de relations internationales sur un master sur Paris. Donc, ça dépend un peu aussi des années. On est dépendant des besoins RH quand même globalement de l'armée. Si l'armée demain a besoin beaucoup d'OST, ça peut être une année où elle va en prendre plusieurs dizaines. Si l'année prochaine, elle en a besoin que d'une poignée, bah, elle va être très sélective. Je pense qu'il vaut mieux s'adresser à un recruteur, peut-être se renseigner quelle est la politique de l'année en cours, combien l'armée a besoin de personnes, mais pas forcément en fait, se bloquer sur une école, parce que ce sera un mauvais choix de raisonner comme ça. Mais donc, du coup, peut-être pour rappeler, il y a 3 manières de rentrer dans l'armée de terre. C'est soit, après les classes préparatoires, intégrer à Saint-Cyr une école, et donc faire une école d'ingénieurs qui forme directement, on va dire, post-prépa à faire officier de carrière. Soit on peut être officier de carrière aussi en faisant le concours sur titre après une première formation. Et soit il y a aussi officier sous contrat. C'est une autre voie de recrutement, mais qui n'est pas de carrière, du coup, et qui est sur une période plus courte, mais qui peut être renouvelée plusieurs fois. Est-ce que c'est à peu près ça? C'est ça. Alors, il y a une 4e possibilité qui est aussi très, très souvent vue. C'est en fait une personne qui rentre sous-officier, qui va une formation d'1 an, qui rentre sous-officier, qui au bout de 3 années sent qu'elle a le potentiel pour passer officier en interne. D'accord. Ça s'appelle l'école militaire interne. Et c'est aussi une possibilité de commencer à un niveau en dessous pour se dire plus tard, si j'ai le potentiel, je fais. Et après, on revient sur un cursus normal. On commande 30 personnes, puis 100, et puis après, en fonction de ses envies. Et il y a aussi cette possibilité qui est tout à fait abordable. En effet, c'est assez intéressant puisqu'il faut rappeler quand même que l'armée forme beaucoup et donne beaucoup d'opportunités en fait de grandir en interne et d'avoir des opportunités au fur et à mesure. Et donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il fallait rappeler également. Merci pour ça. Du coup, je reviens vers toi encore, Geoffrey, et je vais te laisser te démuter. Je suis désolée, j'ai coupé ton micro. C'est Enzo qui a 17 ans et qui est en terminale et qui demande comment se passe le mode de recrutement pour devenir réserviste lorsqu'on est étudiant. Est-ce que ça prend du temps? Toi, tu nous as dit que pendant ta classe prépa, tu étais réserviste dans l'armée de terre. Ouais. Est-ce que tu peux en parler rapidement? Oui, il fallait faire des choix entre parfois réviser ou aller à la réserve. Non, mais globalement, j'y allais pendant les vacances quand je pouvais. Je n'ai pas fait de très grandes périodes. C'est plus des week-ends ou des journées par-ci par-là. Le but pour moi, c'était pas de faire de longues périodes, mais plus en fait de sentir la vie d'un régiment, de sentir l'environnement, de m'acculturer pour voir si je me sentais bien ou pas. Et ça a été le cas. Mais effectivement, il faut savoir le concilier en fonction du moment où c'est. Et est-ce que tu peux juste expliquer comment ça se passe pour le recrutement en faire ça aussi? Pour le coup, il n'y avait pas de test physique, c'était que du psychotechnique. Et après, c'est une formation de 2 semaines qui en général se fait l'été pendant les vacances. Donc, c'est pas très contraignant pour la faire, ça se fait bien. Et après, au bout des 2 semaines, on devient simple soldat et on peut faire des missions d'entraînement ou des missions opérationnelles, notamment Sentinelle. Et juste pour comprendre, tu vas dans un CIRPA aussi pour postuler pour devenir réserviste? C'est pareil, le point d'entrée, c'est le CIRPA. Génial. Du coup, Enzo, tu fais ce qu'il te reste à faire. Petite question pour toi, Géraldine, de Julie, qui a 23 ans et qui est étudiante à l'ESCP.
qui dit « En tant que femme capitaine, quel message pourriez-vous donner aux femmes qui souhaiteraient se réorienter et qui s'interrogent sur l'égalité des chances liées justement au fait d'être une femme au sein de l'armée ?» Est-ce que toi, ça a été un problème? Tu me disais non, c'est neutre. En fait, c'est ni un avantage ni un inconvénient. Est-ce que tu peux peut-être donner quelques exemples ou répondre à la question de Julie sur ce sujet? Oui, alors en fait, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. On est avant tout soldats et on doit répondre, on doit remplir une mission. Donc, il faut qu'on puisse être apte physiquement. Donc, il faut qu'on puisse physiquement tenir la cadence. Donc, voilà, premier point. Ensuite, il faut être compétent, comme dans tout métier. Donc, il faut, voilà. Et enfin, il faut bien sûr, comme dans tout métier, faire ses preuves aussi. Donc, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Il faut simplement remplir les critères et remplir la mission, puisque c'est ce qui nous est demandé. Maintenant, je tiens quand même à souligner qu'en plus de ça, il n'y a pas de différence en termes de statut, il n'y a pas de différence en termes de salaire. Un homme et une femme au sein de l'armée touchent exactement le même salaire. Donc, voilà, aucune incidence. La seule petite différence qu'il peut y avoir entre un homme et une femme au sein de l'armée, ce sont les barèmes de sport, puisque chaque année, on présente des tests sportifs et les barèmes sont un peu plus faciles pour une femme que pour un homme. Et prennent en compte la condition physique de la femme par rapport à l'homme. C'est la seule petite différence, mais sinon, sur le reste, c'est exactement la même chose. Bon, je pense que tu es rassurée, Julie. Si l'armée de terre te tente, tu sais qu'en tant que femme, tu as toutes tes chances de la même manière que tes camarades masculins. Toujours pour toi, je pense, Géraldine, on a une question de Geoffrey qui a 23 ans et qui fait histoire militaire et géopolitique à Sorbonne Université et qui nous parle de la seconde partie de carrière donc, que tu es en train de vivre et dont tu parlais tout à l'heure. Les emplois techniques en état-major ont-ils un lien avec les études suivies dans le civil? Et le cas échéant, y a-t-il des formations spécifiques? Oui. Donc, il y a la possibilité en fait, de présenter des concours techniques, donc avec le choix d'une spécialité. Ça peut très bien être dans les relations internationales, dans le domaine cyber, dans le domaine SIC. Il y a beaucoup de possibilités, effectivement, de servir en état-major dans une spécialité bien particulière. Le temps tourne et on arrive sur les dernières questions, donc il y en a beaucoup. Et je vais prendre notamment celle de Charlotte, qui a 17 ans et qui est élève au lycée français de Madrid. Elle a une question, elle dit « On entend souvent parler de camaraderie dans l'armée. Quelles sont les autres valeurs les plus présentes ?» Vous pouvez répondre ensemble. Bah, c'est une valeur dont on parle souvent, en fait, c'est la cohésion, c'est-à-dire faire attention à ses camarades, faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible, qu'ils soient prêts à accomplir leur mission. Je pense que ça, on passe beaucoup de temps entre nous, on veille les uns aux autres pour faire en sorte que tout se passe bien. Géraldine, tu veux compléter? Oui, les valeurs aussi d'engagement, on est là pour servir notre patrie et effectivement la cohésion, ça c'est ce qui ressort le plus de notre métier. Ok. Toujours la même personne qui dit que vous avez l'air très jeune, mais que vous êtes déjà capitaine. Qu'est-ce que vous avez ressenti en ayant de si grandes responsabilités aussi jeunes? Alors, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Non, et du coup, Charlotte toujours disait que vous avez l'air jeune, je pense que vous l'êtes, mais vous êtes déjà capitaine et donc du coup, elle demande qu'est-ce que vous avez ressenti chacun en ayant une si grande responsabilité aussi jeune. Vous étiez préparé pour ça et donc du coup, bah voilà, pas de souci. Au contraire, vous vous rendiez compte par rapport à vos camarades qui avaient le même âge que vous, mais qui avaient d'autres métiers. Donc, vous aviez une responsabilité qui était beaucoup plus lourde sur vos épaules. Comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai qu'on le ressent lorsqu'on voit les camarades civils qui, eux, parlent plus en termes en fait, de
de volume parfois d'argent qu'ils gèrent ou de volume de comptes financiers, ce genre de choses. Ça parle plus en termes d'argent. Souvent, quand on leur dit « ouais, moi je gère 100 personnes », c'est vrai qu'ils sont assez impressionnés. Après, qu'est-ce qu'on ressent? Non, si on nous donne la possibilité, c'est qu'on est prêt à le faire. Pour ça, on est entouré, donc c'est une responsabilité personnelle au quotidien. Voilà, pour y arriver, après, on n'est pas tout seul, on s'appuie sur des chefs, des adjoints. Et après, il faut se remettre en question pour que ça marche. Et non, le commandement, on s'est épanoui dedans, donc c'est pas. Voilà, le poids de devenir capitaine, il se fait bien quand on s'y met les pieds. Géraldine? Et je rajouterais que c'est progressif. On est chef de section, on commande 30 hommes. Ensuite, on bascule sur adjoint du commandant d'unité. Donc, on supplée, on n'est encore pas en responsabilité. Avant d'enfin prendre la responsabilité, quasiment 6-7 ans après, s'être engagé. Donc, en fait, il y a cette progression qui fait que naturellement, le commandement va s'affirmer et on va se sentir à l'aise. Et finalement, la pression, on ne la ressent pas forcément. Super. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous avez eu peur de vous réorienter à un moment donné où vous aviez déjà fait 5 ans d'études et donc du coup, il y a eu un pas à sauter et en fait, c'est Julie qui est en école de commerce et qui se pose cette question et elle se trouve dans la même situation que vous à l'époque où vous avez dû faire ce changement. Et elle est hyper inspirée et intéressée par votre parcours, mais voilà, elle se pose la question, comment sauter le pas? Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné de vous dire, ok, je rentre dans l'armée, c'est fait pour moi, ça me correspond, même si à la base, je n'avais peut-être pas fait les études pour ça, et même si je ne l'avais pas forcément pensé, alors peut-être un peu plus toi, Geoffrey, parce que tu l'avais envisagé plus tôt. Je dirais clairement, je comprends la question puisque je l'ai ressenti. C'est clair que j'ai eu peur. Je me suis dit, mais où je vais n'ayant aucune connaissance du milieu militaire, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais? Et le cap n'est pas forcément facile à franchir. Mais du coup, moi, mon conseil, c'est de tenter. Et puis, au pire, ça ne plaît pas, ça ne fonctionne pas, et bien, tant pis, tu peux toujours quitter, tu peux toujours faire un autre choix. Mais franchement, il faut se lancer. Et même si ça fait peur, il faut essayer. Geoffrey? Non, moi, il n'y avait pas de peur particulière. Moi, ce qui avait motivé, c'est que j'avais fait pas mal de stages en entreprise, notamment à l'étranger. Alors, les stages m'avaient beaucoup plu. Moi, j'avais passé 1 an en Californie, notamment. J'avais besoin d'un métier avec un métier où on sert son pays, où il y a vraiment un élan collectif. On ne travaille pas juste pour soi ou pour les intérêts financiers, mais juste un métier désintéressé, avec en plus de l'action, de l'aventure. Non, je savais où je mettais les pieds. En fait, la fin de mes études en mai-juin, c'est ensuite très bien enchaîné avec le début à Saint-Cyr en août. J'étais vraiment impatient de commencer et après, voilà, c'était super. Je m'excuse parce qu'il y a plein de questions encore et je peux pas y répondre parce que voilà, l'heure tourne. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on a plein d'ambassadeurs de l'armée de terre qui sont disponibles sur My Job Lessons et qui sont ravis de prolonger les échanges avec vous, de vous partager leur métier, la passion de leur métier, de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller prolonger les échanges avec eux et à continuer à vous poser des questions. Vous pouvez aussi aller en CIRFA poser des questions et vous engager et vous lancer si c'est quelque chose qui vous dit. En tout cas, ce qui nous faisait plaisir, nous, c'était de vous montrer des parcours assez atypiques pour vous dire en fait qu'après une école de commerce, après un master 2 de droit pénal, on a toute sa place dans l'armée de terre et c'est que des exemples parce que on aurait pu vous donner encore plein d'autres exemples de personnes qui ont fait d'autres formations au départ qui n'étaient pas prédestinées en première comme ça intention à aller dans l'armée de terre et puis en fait qui aujourd'hui s'épanouissent et se développent au sein de l'armée. Je vais laisser le mot de la fin à Géraldine puis à Geoffrey. Pour partager peut-être un message d'espoir ou un conseil, hein, puisque vous savez que la situation est assez critique pour les jeunes en ce moment. Ils se posent beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire dans un environnement de crise en ce moment avec moins d'opportunités peut-être qu'en temps normal. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous
demain sur mon compte LinkedIn pour retrouver le replay de cet épisode. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel invité d'exception. Mais je vais laisser la parole à Géraldine et puis à Geoffrey. Et puis, je vous remercie d'avoir été encore très nombreux ce soir. Et puis, n'hésitez pas à poursuivre les échanges après sur My Job Glasses. Géraldine. Eh bien, le message, je dirais, malgré les difficultés rencontrées, les obstacles de la vie, un échec à un concours, eh bien, il faut s'accrocher, il faut ne pas hésiter à aller là où on a envie d'aller. Il faut franchir le cap et on en sortira grandi et heureux. Geoffrey, je te laisse remettre ton micro, désolé. Non, juste si vous voulez un métier avec un engagement fort, un métier tourné vers les autres, avec de l'opérationnel et des rapports humains, en fait, vraiment hors du commun, voilà, n'hésitez pas, franchissez le pas pour nous rejoindre. Et bien, sur ce mot de la fin, vous allez être ramenés sur My Job Glasses pour poursuivre les échanges avec les ambassadeurs de l'armée de terre. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Si vous voulez aller en terrasse maintenant, c'est possible. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, à très vite. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau métier d'exception. Et puis, merci à Géraldine et à Geoffrey de s'être prêtés au jeu. À très vite. Merci. Au revoir.